Traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 9. Sommaire. Théorie de la locomotion. Critique préliminaire de la division reçue des facultés de l'âme. La cause de la locomotion dans l'animal ne peut être ni la nutrition ni la sensibilité, ni la raison ni l'intelligence, ni même l'appétit et le désir tout seul. Puisque l'âme dans les animaux se distingue par deux facultés, l'une le jugement, qui est l'œuvre de la pensée et de la sensation, et l'autre la locomotion dont l'âme est douée, bornons-nous à ce que nous avons dit sur l'intelligence et la sensation, et voyons maintenant pour le principe moteur quelle partie de l'âme il peut être. En est-ce une partie distincte et séparée, soit matériellement, soit seulement en raison ? Ou bien est-ce l'âme tout entière qui produit le mouvement ? Ou, si ce n'en est qu'une partie, cette partie est-elle spéciale ou doit-on l'ajouter à toutes celles qu'on y reconnaît ordinairement et que nous y avons reconnues ? Ou bien enfin est-ce quelqu'une de celles-là ? Mais il y a tout d'abord cette différence de savoir comment on peut dire que l'âme a des parties et combien elle en a. En un sens, il semble que le nombre en soit infini et qu'elle ne soit pas seulement celle que des auteurs déterminent. La partie raisonnante, la partie affective et la partie passionnée, ou selon d'autres, la partie raisonnable et la partie irraisonnable. Même en suivant les différences qui ont servi à établir ces divisions, on trouverait encore d'autres parties qui sont entre elles à une plus grande distance que toutes celles dont on vient de parler. Et c'est par exemple la nutrition qui appartient aux plantes et à tous les animaux sans exception, et la sensibilité qu'on ne pourrait pas aisément classer ni comme raisonnable ni comme privée de raison. Vient ensuite l'imagination qui par sa façon d'être diffère de toutes les autres. Mais à laquelle de ces parties est-elle identique ou dissemblable ? C'est ce qui présente les plus grandes difficultés si l'on admet que les parties de l'âme soient séparées. Vient en outre la partie des appétits qui, soit aux yeux de la raison, soit par sa puissance propre, paraît être entièrement différente de toutes les autres. Mais il est absurde de l'isoler du reste. C'est qu'en effet, la volonté se retrouve aussi dans la partie qui raisonne. Le désir et la passion se retrouvent également dans la partie dénuée de raison, et si l'âme est ces trois choses, l'appétit se trouvera lui aussi dans chacune d'elles. Mais pour en revenir à ce qui doit nous occuper ici, qu'est-ce que c'est que le principe qui meut l'animal dans l'espace ? Quant au mouvement d'accroissement et de destruction qui appartient à tous les animaux, il semble que ce qui le leur donne, ce sont ces principes qui leur appartiennent également à tous, la génération et la nutrition. Nous parlerons plus tard de la respiration et de l'expiration, du sommeil et de la veille, sujet qui offre aussi bien des difficultés. Mais pour la locomotion, il faut étudier ici la cause qui donne à l'animal le mouvement de la marche. Il est de toute évidence que ce n'est pas la puissance nutritive, car ce mouvement de la marche a toujours lieu en vue de quelque but, et il est toujours accompagné d'imagination et de désir. Et nul être, s'il n'a désir ou crainte, ne se meut, si ce n'est par une force étrangère. Les plantes elles-mêmes seraient mobiles et elles auraient aussi quelque organe pour ce genre de mouvement. Cela ne peut pas être davantage la sensibilité qui meuve l'animal. En effet, il y a beaucoup d'animaux qui ont la sensation, mais qui n'en restent pas moins en place et qui demeurent constamment immobiles. Or, si la nature ne fait jamais rien en vain, jamais non plus elle ne néglige rien de ce qui est nécessaire, si ce n'est dans les êtres avortés et incomplets. Mais les animaux dont il s'agit ici sont très complets. Ils ne sont pas du tout avortés et la preuve c'est qu'ils se reproduisent, qu'ils se développent et se meuvent, et ainsi ils pourraient fort bien avoir des organes de la marche. Ce n'est pas davantage la partie raisonnable, ni ce qu'on appelle l'intelligence qui meut les animaux.
L'intelligence spéculative ne pense pas du tout les choses qui sont à faire. Elle ne dit rien, ni de ce qu'il faut fuir, ni de ce qu'il faut rechercher, tandis que le mouvement vient toujours d'un être qui fuit ou qui recherche quelque chose. Bien plus, lors même que l'intelligence conçoit un objet de ce genre, ce n'est pas elle qui peut ordonner à l'être de le fuir ou de le rechercher. Et par exemple, souvent en pensant à un objet effrayant ou agréable, elle n'ordonne pas de le craindre, mais c'est le cœur, si l'objet est agréable, qui se met en mouvement, et c'est là une toute autre partie de l'âme. Ajoutez que l'intelligence a beau donner ses ordres, la pensée a beau dire qu'il faut fuir ou rechercher telle chose, l'être cependant ne se meut point, mais il n'agit que suivant sa passion, comme l'intempérant qui ne sait pas se dominer. Et en général, c'est ainsi qu'on voit celui qui sait l'art de guérir, ne pas guérir toujours, comme si c'était quelque autre chose qui soit maître d'agir suivant les préceptes de la science, et que ce ne soit pas la science elle-même qui sache agir ainsi. Enfin, ce n'est pas même l'appétit qui est le maître absolu de ce mouvement de locomotion, car les gens tempérants ont beau sentir des appétits et des désirs, ils ne font pas ce dont ils ont appétit, ils ne suivent que leur intelligence.